J'incite beaucoup de femmes à se lancer et beaucoup de jeunes à se lancer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Open Impact, la parenthèse positive de Futura dédiée aux innovations qui changent le monde. Je suis Maolène, journaliste chez Futura et aujourd'hui je reçois Claire Biot, vice-présidente de l'industrie de la santé chez Dassault Systèmes et membre du conseil d'administration chez Mauna Kea Technologies. Bonjour Claire. Bonjour. À mes côtés, ou en tout cas virtuellement, je reçois également Anaïs Baru, cofondatrice de la start-up Damae Medical. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, aujourd'hui on va parler de santé personnalisée, mais avant tout ce que je vous propose c'est qu'on fasse quelques présentations. Donc Claire, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots votre activité en tant que VP Live chez Dassault Systèmes ? Très volontiers. Le rôle de mon équipe, c'est de porter la stratégie de développement de Dassault Systèmes en santé. Et donc pour ça, on doit bien comprendre quels sont les besoins de nos clients, leurs principaux points de blocage aujourd'hui, pour ensuite aller composer une réponse à ces besoins en piochant dans le vaste portefeuille d'offres technologiques de nos marques, que ce soit Medidata, Biovia, Katia, Simulia, etc. Et donc c'est un métier passionnant qui est en prise directe avec l'innovation, chez nos clients, les industries de santé ou l'écosystème plus largement, mais aussi l'innovation technologique au sein de Dassault Systèmes. Merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers Anaïs. Et Anaïs, vous avez un parcours assez exceptionnel. En 2014, à l'âge de seulement 22 ans, vous avez cofondé Damae Medical, qui est une start-up qui a depuis reçu plusieurs dizaines de prix. Quelle est sa mission et quel a été le contexte de sa formation ? Oui, Damae Medical, c'est une société spécialisée dans les technologies médicales. Et on développe un dispositif médical d'imagerie pour la dermatologie qui s'appelle Deep Live. Et il s'agit en fait d'un dispositif qui permet de faire des biopsies optiques et non pas des biopsies physiques. Ça se présente sous la forme d'un dispositif un petit peu comme un échographe qui a une sonde manuelle que le dermatologue tient à la main et au sein même de son cabinet, il est capable d'acquérir des images de l'anomalie cutanée directement sur le patient par simple contact avec sa peau. Et donc ça permet à la fois des dépistages plus précoces, des diagnostics précis, non invasifs et un suivi de traitement extrêmement quantitatif et précis. Et donc la formation a en effet été assez particulière, ça s'est fait tôt, dans le cadre de mes études au sein de l'Institut d'Optique Graduate School, qui est une école d'ingénieurs basée sur le plateau de Saclay. Et donc j'ai rencontré tout d'abord un collègue de promotion, David Thiré, et puis après on a eu l'occasion de rencontrer le professeur Arnaud Dubois, qui est aujourd'hui le directeur scientifique de la société, qui est enseignant-chercheur au sein du laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique. Et lui, il nous a donné l'idée de promouvoir l'une de ses inventions, qui est en fait le principe de microscopie à la base de Deep Live, le dispositif qu'on développe chez Damae Medical. Et aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs, tous très transverses, comme dans toute start-up, et tous réunis autour de cette vision de révolutionner la prise en charge des cancers de la peau. Damae est un très bel exemple parmi d'autres de la manière dont les technologies fleurissent aujourd'hui dans le milieu médical. Ces technologies, elles viennent en soutien à de nombreux domaines, qu'il s'agisse simplement de l'informatisation des données du patient ou d'évolutions un peu plus futuristes comme les chirurgiens robotiques. Pour autant, on peut légitimement se demander pourquoi on a besoin de ces technologies de plus en plus aujourd'hui. Donc je vais poser la question de manière un peu naïve, est-ce que les médecins et les spécialistes ne suffisent pas ou ne suffisent plus ? Je pense qu'il y a des innovations un petit peu dans les deux sens de ce que je constate. Il y a des innovations en amont sur tout ce qui est technologie. Donc dans notre cas, c'était un microscope qui s'utilise in vivo et historiquement ça s'utilise ex vivo sur tissu biopsié. Et là, il y a une innovation qui a permis de rendre plus rapide la microscopie de telle manière à l'utiliser sur le vivant. Donc c'est pas qu'on a plus besoin de médecins, c'est juste qu'on peut améliorer le dépistage et le diagnostic par des améliorations souvent d'ingénieurs en amont pour améliorer le dépistage et la prise en charge des patients. Et en aval, il y a aussi des innovations extrêmement bénéfiques en termes de traitement. Là, on est en plein dans le vaccin et je pense que tout citoyen est très sensibilisé à ces sujets d'innovation de traitement. Dans le cancer de la peau, c'est aussi le cas. Il existe aujourd'hui des innovations qui permettent de traiter les cancers de la peau de manière non invasive. Et donc là, ça permet aussi des innovations qui font encore plus de sens, des traitements moins coûteux pour les systèmes de santé, avec des meilleurs taux de survie pour les patients. Donc l'innovation, pour moi, c'est quelque chose de continu qui est plutôt au service du médecin. Et bien sûr qu'on a besoin de médecins au cœur pour piloter ces innovations en amont et en aval. Il n'y a pas eu de meilleur moment qu'aujourd'hui pour innover. Donc on en arrive au cœur du sujet qui nous concerne aujourd'hui, dont on va parler de santé personnalisée, et je me tourne vers Claire pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il s'agit en fait d'entrer dans l'ère de la médecine de précision, où on va pouvoir adapter le traitement en fonction du patient.
Ça veut dire quoi? C'est adapté en fonction de ses caractéristiques médicales, sa génétique, l'épigénétique, mais aussi en fonction de son environnement et de son comportement. Donc, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de créer un traitement différent pour chaque patient, mais bien de prendre en compte les différences individuelles du patient au cours du cycle de la prévention, au diagnostic et au traitement. Anaïs, vous parliez cancer tout à l'heure. Aujourd'hui, le marqueur BRCA1, il prédispose les femmes à déclencher un cancer du sein. Est-ce qu'on sait adapter le programme de dépistage en fonction du marqueur chez la patiente, puis en cas de cancer, utiliser une thérapie qui va cibler ce marqueur spécifique? La réponse est oui, c'est de la médecine de précision. Un autre exemple, en chirurgie, c'est un patient dont la valve cardiaque est défectueuse et à qui un implant, donc une valve artificielle, doit être posée. Eh bien, on est capable par l'imagerie de reconstituer le modèle personnalisé du cœur du patient et donc de choisir la valve la plus adaptée. Et ça, c'est ce que fait FEOPS, une start-up qui est accélérée par le 3D Experience Lab en s'appuyant sur le modèle de cœur développé par Dassault Systèmes qu'on appelle le Living Heart. Justement, dans cette optique d'accompagner le patient par-delà la consultation, le 3D Experience Lab a étendu le concept de jumeaux numériques à la santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien sûr. Historiquement, la manière dont Dassault Systèmes a permis d'accompagner la transformation d'autres industries, automobiles, aéronautiques, etc., ça a toujours reposé sur la création de référentiels communs qui permettent à un ensemble de collaborateurs venus de disciplines différentes d'avoir une vue partagée d'un système, de pouvoir capitaliser sur les connaissances et les savoir-faire sur ce système, et puis d'utiliser ce référentiel pour ensuite faire jouer les imaginaires, tester des hypothèses, ce qu'on appelle des what-if scénarios. Qu'est-ce qui se passe si j'interviens sur le système de cette manière ou de telle autre manière? Et donc, ce qu'on veut faire en santé, c'est la même chose. C'est être capable d'imaginer, de comprendre, de modéliser, de tester le corps humain avec la même précision, la même sûreté, la même efficacité que ce qu'on a fait pour des automobiles ou pour des avions. Il y a des inquiétudes qui ont été soulevées par le passé et encore aujourd'hui par rapport à l'implémentation de ces solutions technologiques dans le monde médical. On a peur que ça prenne le pas sur l'humain, que ça s'installe au détriment de la personnalisation du soin, même du coût de la prestation médicale. Mais de ce que j'en comprends, de ce que vous m'en dites, Claire et Anaïs, cette évolution, elle contribue au contraire à l'accès à de meilleurs soins avec une plus grande disponibilité du spécialiste. Oui, pour nous, la technologie, elle est là pour permettre aux médecins, au personnel soignant de se recentrer sur l'essentiel, donc prendre soin de leurs patients et le faire le mieux possible. Donc, soit éliminer les tâches à faible valeur ajoutée, soit leur permettre de capitaliser sur leurs connaissances et de diffuser plus rapidement les bonnes pratiques médicales à travers le jumeau virtuel. Oui, tout à fait. J'écoute avec attention tout ce que dit Claire et de ce que je constate aussi chez Damae Médical, c'est de passer plus de temps sur les cas compliqués. Ça peut paraître évident, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dire un médecin, un dermatologue, il a 15 minutes par patient, quel que soit le patient, non, c'est aussi ça la personnalisation du traitement. C'est qu'il y a des cas beaucoup plus complexes et que du coup, les nouvelles technologies peuvent aussi aider à trier et à standardiser, donc standardiser par le haut les performances des différents praticiens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, experts, moins experts, que on puisse aussi traiter les problématiques de dépistage dès la médecine généraliste, et puis aussi pour les cas compliqués, de pouvoir y passer plus de temps. Et donc il y a vraiment des enjeux d'organisation du parcours de soins pour laisser beaucoup plus de temps, quitte à faire appel à des consensus ensuite de médecins, mais d'éviter les erreurs médicales. Et c'est d'autant plus important que on voit qu'il y a une pénurie de médecins partout dans le monde et que cette pénurie de médecins ou de personnel soignant plus largement ne va faire que s'accroître dans les années à venir. Donc la capacité à trier les cas importants au départ et permettre aux médecins de se consacrer à ces cas-là est d'autant plus accrue. Qu'est-ce qu'il en est de l'accessibilité à ces technologies? Est-ce que vous avez constaté qu'avec cette escalade de high-tech, il y a un fossé qui se creuse entre les patients aisés et ceux privés de moyens? J'aurais tendance à répondre que non, d'autant plus justement avec la période Covid, j'ai l'impression que tout citoyen reprend un petit peu sa santé en main, qu'il y a de plus en plus d'applications de santé qu'on trouve directement sur son téléphone, et du coup tout à chacun peut consulter et se poser les bonnes questions, peut-être pas se flipper en regardant sur internet, mais au moins commencer à sensibiliser sur telle pathologie. Donc aujourd'hui le patient a clairement repris le pouvoir de sa santé. Il y a une sensibilisation qui se fait plutôt vers le bas, c'est-à-dire élargir un maximum la pyramide pour que tout citoyen puisse reprendre en charge sa santé et donc être mieux redirigé par la suite. Mais aujourd'hui, on a, je pense, totalement brisé la sphère du médecin qui va nous donner un diagnostic et on ne pose pas de questions, on suit le traitement. Aujourd'hui, les personnes veulent comprendre leur traitement.
Enfin, c'est le moment de reprendre en main sa santé. Je souscris complètement à ce que vient de dire Anaïs. Quelques exemples complémentaires sur ce que les technologies peuvent apporter en termes de diminution du coût des soins. Aujourd'hui en France, il est estimé que 30% des actes pratiqués sont non pertinents. Alors pourquoi ? Par exemple, redondance d'examens médicaux, parce que vous avez fait une radio à tel endroit, et puis vous allez consulter ailleurs, et la radio n'est pas accessible facilement, donc on la refait. 30% d'actes non pertinents. On a été plus loin avec l'Institut Montaigne, on a chiffré le potentiel de création de valeur des technologies numériques en santé. On l'a estimé entre 16 et 22 milliards d'euros par an. C'est lié à quoi ? C'est lié au fait que le patient devient acteur de sa propre santé, ça, Anaïs l'a dit, j'y reviens pas, mais c'est aussi lié à la mise en place de la télémédecine, la circulation des informations médicales qui va être fluidifiée, le fait qu'on va pouvoir standardiser, donc homogénéiser, automatiser les structures de soins, et puis c'est tout ce qui est aide à la décision médicale et paramédicale, donc ce qui est au cœur de la technologie de Damae. Donc, pour repréciser, ce ne sont pas tellement les avancées technologiques matérielles, mais la digitalisation qui ont facilité l'accès à la médecine pour tous. En effet, il y a deux types de digitalisation. Il y a je pense le côté application numérique qu'on peut directement retrouver dans sa poche sur son téléphone. Et puis il y a aussi la digitalisation de toutes les données de santé et toutes les images, notamment médicales. Donc la digitalisation est à plusieurs niveaux et apporte à la fois une meilleure sensibilisation en aval et en amont, et pas mal d'augmentation de performance grâce au partage de médecins autour de cas complexes. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la plateforme collaborative Open Covid-19 qui avait permis de faciliter et d'accélérer l'innovation d'urgence au niveau international. Est-ce que de la même façon, la santé personnalisée a trouvé un intérêt durant la pandémie ? Je pense que la pandémie a eu du bon et du moins bon pour la santé personnalisée. Elle a favorisé un essor important de la télémédecine. On a accompagné ce mouvement dans le contexte des essais cliniques avec Medidata. On a mis en place une plateforme qui s'appelle MyMedidata pendant la pandémie et qui a servi à collecter des données pour tous les essais cliniques en cours, y compris des essais en oncologie ou dans d'autres pathologies qui font l'objet de médecine de précision et qui permettaient de pallier le fait que les patients ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Donc pour tous ces essais, on était capable de collecter des données directement auprès du patient, soit parce que le patient entrait ses résultats dans MyMedidata, soit parce qu'avec des capteurs, il était capable de les renseigner. Et pourquoi je dis qu'il y a du moins bon ? Parce que de nombreux essais cliniques pour des pathologies hors Covid ont quand même été freinés par la pandémie, parce que le patient ne pouvait pas aller à l'hôpital. Comme le disait Claire, nous aussi on n'a pas échappé aux freins liés à la pandémie, mais ça nous a permis de réfléchir plus généralement à la prise en charge à distance, et notamment à la télédermatologie, donc à la sensibilisation du patient directement à son domicile, et puis aussi à un meilleur workflow qui permettrait aux dermatologues de voir plus de patients. Donc c'est des modèles qui ont été anticipés, je dirais, par la crise. On les avait dans la roadmap, mais pas en 2021 ni en 2020, mais donc on a pu les traiter et les avancer un petit peu plus dans les analyses stratégiques. Alors, il y a une autre question qui est importante et même parfois polémique dans ce domaine, c'est celle de la protection des données. Donc moi, j'ai envie de demander, est-ce que la balance bénéfice-risque vaut vraiment la peine de livrer autant de données personnelles ? Et sinon, quels sont les progrès qu'on peut encore accomplir pour renforcer la sécurité tout en gardant un suivi optimal ? Alors, c'est une très bonne question et pour nous, la réponse est claire. Il s'agit de réguler l'accès aux données de santé. Il y a un risque que des grandes plateformes multinationales tirent bien plus de bénéfices de l'accès aux données de santé que ce que le patient va avoir. Et donc, il s'agit de mettre les données du patient au service d'un bien commun. Mettre les données des patients au service de la performance et de l'efficacité du système de soins nous paraît critique et ça relève d'une régulation par l'État. Après, quels peuvent être les facilitateurs ? Par exemple, la mise à disposition d'un cloud de confiance. C'est un environnement dans lequel on sait que les données vont être hébergées avec des conditions fortes de confidentialité. Anaïs, j'imagine que Damae a besoin de ces données pour enrichir son corps de connaissances et améliorer ses technologies, donc quels sont les ajustements que la start-up a dû mettre en place pour pouvoir tirer le meilleur de cette data, tout en tenant le patient informé et en protégeant sa vie privée ? Dans notre cas, en effet, on doit faire signer aux patients un document qui leur explique à quoi va servir les données anonymisées. On explique que ça va servir dans le cadre de projets de recherche et développement, donc à améliorer le dispositif qui existe déjà, et donc à ces fins, il n'y a pas trop de
sujets. Donc le patient est plutôt content de pouvoir apporter sa brique à l'édifice et comprendre que grâce à de multiples données patients, l'algorithme va s'améliorer et que du coup on a besoin de cette collecte de données. On rentre dans plusieurs règlements. Déjà le fait de commercialiser un dispositif médical fait qu'on rentre dans un nouveau règlement d'ailleurs qui est encore plus sévère que celui qui existait auparavant. Même les professionnels de santé poussent vers une meilleure transparence de la part des industriels, donc c'est quelque chose de positif et c'est à nous industriels d'être le plus transparent possible et d'être peut-être aussi le mieux accompagné possible. Avant de terminer, Anaïs, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Comme on l'a dit en début d'épisode, il est assez exemplaire. Et on s'aperçoit que parmi les jeunes générations, il y a de plus en plus de personnes comme vous qui n'ont plus envie d'être de simples exécutants pour des entreprises plus établies. On voit des groupes se créer, des projets se monter, des startups qui apparaissent sous l'initiative d'entrepreneurs qui sont tout juste entrés dans la vie active. Donc qu'est-ce qui, selon vous, a permis cette transition au cours de la dernière décennie des 20 dernières années, et est-ce que vous avez remarqué des obstacles ou des facilitateurs spécifiques dans votre cas ? Je pense sur les facilitateurs, oui. Et du coup, j'incite beaucoup de femmes à se lancer et beaucoup de jeunes à se lancer. Ce qui m'a le plus surpris peut-être en me lançant, c'était l'écosystème entrepreneurial existant. Parce que je pensais que en rentrant dans le monde entrepreneurial, j'allais être seule face à toutes les difficultés d'une création de société. Et en pratique, j'ai rapidement rejoint une communauté d'entrepreneurs qui était plutôt soucieuse de partager leurs expériences. Et bien sûr, il y a eu et il y aura toujours des grandes solitudes dans la vie d'entrepreneur. Mais j'ai réussi à créer au fur et à mesure un réseau proche. Donc je pense que plus généralement, il y a eu une prise de conscience des enjeux futurs. Et la jeune génération est très motivée pour répondre avec passion et engagement à ces problématiques. Je pense que ce qu'on nous apprend de plus en plus à l'école et par nos entourages, c'est d'être passionné dans le métier qu'on réalise. Le domaine de la santé est un des sujets qui m'a le plus passionné au cours de l'école. Et assez naturellement, quand j'ai eu l'opportunité de mettre mes compétences au service d'un domaine et que en plus j'ai eu cette opportunité de côtoyer le monde de la recherche et de l'entrepreneuriat via mon école, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc les opportunités ne manquent pas et je pense que les jeunes générations sont très motivées pour prendre ces opportunités et ne pas les laisser passer. Du côté du financement, est-ce que c'est toujours un parcours du combattant ou est-ce qu'on a de nouveaux tremplins qui ont été mis en place pour les jeunes entrepreneurs ? Au début de l'aventure, on a souvent accès à des financements non dilutifs, notamment des financements publics de BPI France et la Commission européenne, qui sont d'un grand soutien pour réaliser les premiers prototypes, les premières phases d'analyse de marché avant d'aller sur le marché. Dans notre cas, on a aussi réalisé une levée de fonds d'amorçage de 2 millions d'euros auprès notamment de Kurma Partners, donc des fonds d'investissement qui sont rentrés au capital de la société. Et puis quelque chose d'important à souligner, c'est aussi le financement plutôt en termes de compétences qu'on a pu retrouver justement grâce au lab. C'est un financement parfois immatériel, mais qui permet justement de faire passer une équipe d'un stade de maturité technologique à un autre. Donc je le recommande plutôt à un stade un peu plus avancé que la création pour pouvoir le valoriser au maximum, notamment avec des équipes un petit peu plus denses techniquement et permettre de solliciter au maximum l'accompagnement du lab. Mais c'est ce type aussi de financement immatériel qui permettent à la société d'avancer le plus rapidement possible. Comment Dassault vous a aidé dans cette démarche de développement ? Dassault Systèmes est intervenu après à peu près 4-5 ans de création de la société. On commençait à entrer dans la phase d'industrialisation. Donc l'accompagnement s'est porté principalement sur 3 axes. Le premier axe, c'est la plateforme qui nous a permis de rencontrer un certain nombre d'experts métiers. Le deuxième axe, c'était un mentorat, notamment autour des sujets marketing, des outils de communication et puis aussi d'un support technique. Donc là, pour le coup, on est arrivé au bon moment parce qu'on avait pas mal de problématiques de robustesse autour de notre dispositif médical, que ce soit au niveau de la sonde, en interne, en externe, et donc on a pu bénéficier de cet accompagnement technique. Et puis enfin, le troisième axe, c'est l'accès à la suite logicielle développée par Dassault. Donc on n'utilise pas 100% des logiciels parce qu'il y en a beaucoup, mais on a été très intéressé par tous les outils d'ingénierie et puis aussi les outils de gestion de données. On parlait de Medidata justement. Donc voilà, un accompagnement extrêmement transverse et en profondeur
qui nous a aidé à franchir plutôt le cap de l'industrialisation que le cap, dans notre cas, du prototypage au tout début, mais du coup ça a été d'autant plus pertinent parce qu'on manque souvent de compétences durant ces phases-là. En tant que jeune femme entrepreneur, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre aux générations peut-être plus âgées qui vous écoutent ? Je dirais que ce qui est intéressant, c'est peut-être l'exemple justement du 3D Experience Lab, c'est de pouvoir à la fois partager des expériences, d'aller vers des startups, de pas hésiter à partager son réseau. Je pense que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de réseau, il y a tout à faire, et c'est peut-être un peu dommage de casser ce réseau, de devoir toujours le refaire de zéro. Donc j'aurais plutôt tendance à inciter les personnes à partager leur réseau quand elles sont 5, 10 ans ou plus d'années d'expérience et du coup d'aider cet écosystème, parce qu'on n'est pas les startups les unes contre les autres, mais on est plus en train de former un front commun et d'essayer de faire avancer les choses. Donc le partage d'expérience, j'aurais tendance à promouvoir cet ADN, et pour les personnes qui démarrent dans leur vie professionnelle, je pense que c'est de ressentir cette énergie qui permet de décloisonner les barrières, d'oublier ce qu'on a pu apprendre parfois, de dire il y a des cases, voilà, donc de réfléchir plutôt à là où on a envie d'aller, là où on a envie de mettre un maximum d'énergie, et de faire de sa vie professionnelle un moment clé, donc de reprendre les rênes de sa vie professionnelle et de partager au maximum ses envies, et voilà, de travailler dans un sujet qui nous passionne si on en a la chance. Merci beaucoup Anaïs pour ce beau message d'ouverture qui va parfaitement conclure notre 2e épisode d'Open Impact. Merci encore à toutes les deux, Claire Bio, Anaïs Baru, pour votre intervention. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, partagez vos commentaires et vos notes sur vos applications audio préférées et abonnez-vous pour découvrir nos autres formats. On se retrouve bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.